Alors, quelques mots pour commencer sur Max Ophuls. Donc, Max Ophuls est né en 1902 en Allemagne. Il a commencé sa carrière là-bas. Il a d'abord travaillé pour le théâtre et ensuite il s'est rapidement dirigé vers le cinéma dès l'arrivée du parlant. Il a eu un certain succès avec Liebelei, notamment en 1934. Il a dû fuir très rapidement le nazisme. Donc, il a fait quelques détours par l'Europe. Il a commencé une carrière française euh, qui a eu un certain retentissement. Et il a fui une seconde fois, il a émigré donc à Hollywood, où là il a eu une carrière un petit peu laborieuse au départ, et il a fini par faire des films qui ont été reconnus, notamment l'un des plus célèbres qui est Lettre d'une inconnue, adapté de Stefan Zweig. Donc là on est en 1950, et il revient en France, et il va y faire une succession de 4 films, La Ronde est son premier, qui seront vraiment 4 chefs-d'œuvre qui vont profondément marquer l'histoire du cinéma français. Donc La Ronde, ensuite Le Plaisir, puis Madame 2 avec Daniel Darieux, et enfin Lola Montès en 1955. Ensuite, il va retourner en Allemagne. Sa carrière est vraiment aussi mouvementée que le sont ses films. Et il y retravaillera au théâtre et il décède assez jeune, à l'âge de 55 ans, en 1957. Et donc Lola Montez sera son dernier film. Donc là, il s'agit d'un retour en France. Et c'est un cinéaste qui a eu pas mal de malentendus avec à la fois la critique et le public. En réalité, il a été très, très sous-estimé de son vivant et reconnu vraiment sur le tard. Et il a eu très peu de succès aussi avec le public, notamment en France, à quelques exceptions près. Mais c'est un cinéaste extrêmement exigeant et qui, il n'empêche, à la faveur notamment de ses succès hollywoodiens, se permet de faire un film comme La Ronde, qui est un film assez cher et surtout un film qui est très prestigieux au niveau de sa distribution, puisque là, en 1950, vous avez la fine fleur du cinéma français avec les plus grandes célébrités. Et c'est ce qui fera probablement que le film sera un très grand succès en salle, et ce sera l'un des seuls de Max Ophuls. Donc, Marlène Dietrich, d'ailleurs, était pressentie pour faire partie à un moment du casting. Le film est adapté d'une pièce d'Arthur Schnitzler, qui est un dramaturge viennois. La pièce a été créée en 1903. Elle a déjà, à sa sortie, été qualifiée de pornographique. Donc, c'est un texte qui est déjà sulfureux. Schnitzler avait déjà été adapté par Max Ophuls pour Liebelei, justement, l'un de ses premiers films allemands. Et c'est un auteur qui a toujours ausculté le couple de manière extrêmement acide. Il a notamment donné lieu à la nouvelle qui a été adaptée par Stanley Kubrick pour son dernier film Eyes Wide Shut. Donc ça vous remet un petit peu en perspective cette façon d'ausculter les couples et toutes ces difficultés à cohabiter ensemble. Donc le tournage est un tournage intégralement en studio, comme on le fait à cette époque dans le cinéma, et le cinéma français particulièrement. C'est un tournage qui est complexe, et ce sera le cas pour tous les films à venir de Max Ophuls, puisque vous l'avez vu, il y a un très grand travail de mouvement de caméra, et souvent des séquences qui sont organisées sans coupe au montage, c'est-à-dire des plans séquences. Donc d'une façon générale, Max Ophuls discute un tout petit peu avec ses comédiens, il leur explique tous les mouvements que vont faire la caméra, il en parle à son chef opérateur, donc là qui est Christian Matras, qui a déjà travaillé avec Renoir sur La Grande Illusion, et qui ne quittera plus Max Ophuls, il fera les 4 films suivants, enfin les 3 films suivants, et c'est l'un des rares à être capable de réaliser ce que Max Ophuls demande. C'est un travail extrêmement complexe, vous savez que ces mouvements de caméra qui aujourd'hui sont rendus évidemment infinis grâce au numérique, et qui ont été rendus plus faciles à partir des années 80 avec la fameuse Steadicam. Tout ça n'existe évidemment pas en 1950, et ce sont des appareillages extrêmement complexes. Et donc une fois qu'il demande à son chef opérateur ce mouvement, on fait les réglages, et ensuite généralement il y a entre 8 et 9 heures de travail sur l'éclairage pour qu'il soit optimal par rapport à tout ce qu'on veut faire. Et seulement dans un dernier temps, les comédiens arrivent et ils vont pouvoir faire la chorégraphie que le maître a dessinée. Et par exemple, le plan séquence d'ouverture a nécessité à lui seul 2 jours de tournage,
Et un jour entier a été nécessaire pour la seule installation du travelling au niveau de tout le matériel et tous les déplacements. Donc c'est vraiment un travail colossal. Et tous les films suivants de Max Ophuls procéderont sur le même principe. Donc le film sort en 1950. Il est précédé donc d'une réputation sulfureuse. Des ligues de vertu essaient de le faire interdire, sans succès. Ceci étant dit, le producteur va quand même amputer 20 minutes du film, qui vont être coupées. La version intégrale a été vue par très très peu de monde. Il semblerait qu'il y ait des passages avec Simone Signoret qui sont un peu plus étoffés, qui visiblement sont très intéressants, et d'autres qui sont un petit peu plus négligeables. Et donc la critique, à peu près comme toujours avec Max Ophuls, est vaguement indifférente à son travail. Elle le considère aussi frivole que son sujet. En revanche, c'est un grand succès public, probablement du fait justement du parfum de scandale qui l'entoure et bien entendu de cette prestigieuse distribution. Le film aura un BAFTA, donc l'équivalent des Césars, en 1952 en Angleterre. Comme bien des films qu'on présente ici régulièrement au Ciné Club, ce n'est qu'avec le temps et un regard critique de plus en plus poussé sur l'œuvre qu'il aura la réputation qu'il mérite réellement. On avait vu Becker la semaine dernière et c'est intéressant parce qu'on est 10 ans avant, mais on est un peu dans le même type d'auteurs qui ont une patte particulière, qui ont un véritable travail sur le fond et sur la forme et qui sera reconnu et vraiment mis en valeur par les critiques de la nouvelle vague qui deviendront ensuite des cinéastes. Renoir, Ophuls et Beckers font vraiment partie de ces cinéastes qui sont considérés par la critique comme de réels auteurs et qui deviendront des modèles qu'ils citeront vraiment largement après. Max Ophuls influence aussi deux cinéastes majeurs, Stanley Kubrick, qui se réclame souvent de son travail, et plus récemment Paul Thomas Anderson, qui est un grand spécialiste aussi des plans séquences, notamment dans Boogie Nights ou Magnolia, qui sera probablement présenté ici un jour. Plus récemment de Phantom Thread, et qui explique vraiment toute leur admiration pour la manière dont ce cinéaste a su capter et mettre en scène le mouvement. Donc c'est un film qui vous l'avez compris, qui est un film à sketch, ce qui est une structure évidemment assez particulière, et qui fonctionne sur le principe de la concaténation, c'est-à-dire que chaque couple va entraîner par l'un des membres du couple le couple suivant, ce qui fait qu'on a 10 histoires, mais en réalité on devrait avoir 20 personnes, mais nous n'en avons que 10, puisque chaque fois l'une personne faisant partie d'un couple va alimenter le couple suivant. Ce qui, déjà, évidemment, du point de vue de la vision qu'on donne de l'amour, est assez ironique et propose évidemment quelque chose d'acide et un regard sans concession sur ce que peut être toute cette comédie amoureuse. C'est un travail qui permet évidemment une structure exhaustive. On va avoir toutes les classes sociales qui vont être représentées. On va avoir aussi tous les cas de figure de l'amour, la différence d'âge, l'amour légitime, l'amour illégitime, l'aventure d'un soir, les promesses, etc. etc. La grande modification par rapport à la pièce de Schnitzler apportée par Max Ophuls, c'est celle du maître de cérémonie. Et là, on voit justement un travail qui va largement contribuer, notamment à faire de cette pièce un film, mais aussi à conduire une très grande réflexion sur la manière dont on traite un sujet. Donc ce maître de cérémonie, c'est dans un premier temps, c'est celui qui permet la mise en abîme, c'est l'auteur, et c'est en même temps, il passe son temps à dire qu'il est tout le monde, il est nous, il est l'auteur, mais c'est celui qui, justement, va permettre, dans une structure à sketch, d'avoir l'omniscience. Il explique très clairement au début que le drame des hommes, c'est intéressant parce que quand il dit les hommes, ça peut être les hommes et les femmes, mais ça concerne quand même plus particulièrement les hommes au sens masculin du terme, c'est de ne voir qu'une partie des choses, et lui, il a la capacité de voir toutes, et toutes les choses, parce que justement, il voit en rond. Et cette omniscience-là, elle va lui permettre d'avoir plusieurs statuts. Le premier, c'est de celui qui crée les transgressions narratives. C'est un personnage qui intervient en tant qu'auteur, mais qui est lui-même aussi, qui a la capacité d'être un personnage,
dans ce qu'on appelle une métastructure, hein, c'est-à-dire qu'il crée un discours sur le discours et il passe son temps à favoriser certaines choses et à expliquer à quel point tout cela est écrit et à favoriser le passage, notamment, hein, il fait des ellipses temporelles, il accompagne les personnages, il commente et il a de très nombreux regards caméra qui s'adressent directement à nous. Il nous rend complices de cette comédie-là. Et la deuxième transgression, ça va être une transgression, cette fois, non pas narrative, mais une transgression cinématographique. Et là, on est dans quelque chose, je rappelle qu'on est en 1950, qui est éminemment moderne. C'est-à-dire que Max Ophuls vous montre un film, et vous montre un film qui se présente comme un film en permanence. Nous avons les claps, nous avons les projecteurs, et tout le plan séquence initial joue de cette idée-là. Vous avez un maître de jeu qui vous montre comment justement le studio est à même de vous faire voyager dans le temps, de vous faire voyager dans l'espace, de créer des atmosphères. Il y a aussi notamment une réflexion sur le son, on le voit, où il vous dit que le printemps arrive et les bruitages des oiseaux nous permettent et nous créent cette illusion. Et c'est une illusion qui fonctionne et en même temps une illusion dont on est censé ne pas être dupe. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et ces ruptures de ton permanente. On le voit aussi avec la manière dont il alimente ce carrousel, qui est justement cette ronde mécanique, avec la référence à la panne sexuelle ou le jeu évidemment avec la censure lorsqu'il coupe la bande. C'est quelque chose qu'on retrouvera justement dans les années 60 chez les cinéastes de la Nouvelle Vague, avec des transgressions comme dans À bout de souffle, où Pierrot le Fou, où Belmondo s'adresse directement au spectateur, a conscience qu'il est là, et c'est quelque chose qui, à l'époque, semble révolutionnaire. En fait, on l'a déjà ici. Et on a un petit peu tendance à oublier justement cette audace-là. Et donc, cette artificialité, elle est extrêmement amusante, mais elle est évidemment à mettre en lien avec l'artificialité de ce que vivent les personnages eux-mêmes, c'est-à-dire cette artificialité de la séduction. La manière dont on exhibe en permanence justement le jeu et les hasards, les coïncidences et ce principe même justement de la structure qui entraîne à chaque fois le couple suivant, c'est une façon aussi de montrer comment les personnages jouent toujours des rôles, et à partir du moment où on est dans une logique de séduction, on est dans une logique de mise en scène et de jeu mensonger. Les personnages sont en permanence en train d'essayer de jouer un rôle qui, soit ils se mentent à eux-mêmes, soit ils mentent à l'autre. Celle qui est évidemment la plus brillante pour ça, c'est probablement Danielle Darrieux, qui passe son temps à se donner des rôles alors qu'elle sait très bien ce qu'elle va faire et elle sait très bien comment ça va finir. Et ça, on le voit d'une façon assez constante. Et donc cette frivolité qui a justement tellement choqué lorsque le film est sorti, c'est une frivolité à plusieurs niveaux. Il y a évidemment une façon assez crue d'aborder la sexualité et d'aborder le fait que la plupart des personnages sont assez conscients de ne pas chercher beaucoup plus que la satisfaction des désirs. Et de ce point de vue-là, on a évidemment une valse et quelque chose dans lequel la vérité du sentiment n'arrive jamais. On a clairement le sentiment amoureux, il est piétiné par l'éphémère du désir. Et c'est ce renouvellement continu qui crée en plus une illusion, puisque chaque personnage, nous voyons tout grâce au meneur de jeu, mais chaque personnage ignore que la personne avec laquelle il entame une relation amoureuse sort d'une très récente autre relation amoureuse. Donc ce supposé élan, ce supposé vertige de la séduction est toujours en permanence éventé. Et le fait qu'on revienne à la fin au point de départ montre aussi évidemment la vanité de toute cette entreprise. Pour mettre ça en scène, vous avez évidemment celui qui parle, mais vous avez aussi, du point de vue de la mise en scène à proprement parler, le mouvement. On a vraiment associé en permanence Max Ophuls au mouvement, parce que c'est vrai que sa caméra reste très rarement immobile, et c'est dans Lola Montez, son dernier film, que Lola dit la vie c'est le mouvement. Et la caméra de Max Ophuls, elle est dans un constant mouvement. La fixité pour lui c'est clairement la mort, et il y a aussi cette idée de sortir de la rigidité du théâtre filmé. Donc le texte est littéraire, mais la caméra va créer un mouvement et va ajouter quelque chose.
Et c'est valable dans tous les films de Max Ophuls, particulièrement sa dernière période, mais on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'oscillation du désir et des émotions humaines qui sont toujours accompagnées par le mouvement. Max Ophuls explique que pour lui, la coupe d'un plan est quelque chose qui est brutal, et il aimerait que ça n'arrive jamais, il aimerait pouvoir tourner quasiment tous ses films en plan séquence, et que si coupe il faut qu'elle ait un sens. Et de la même façon, les mouvements ne sont pas de purs mouvements gratuits, à chaque fois, ils ont quelque chose de précis. Je donne un exemple parmi un très grand nombre possible, hein, mais au moment où elle enlève la deuxième voilette, par exemple, vous avez vraiment la caméra qui avance de manière assez ample et qui évidemment montre l'émotion du jeune homme qui a accès au visage sans barrière, si vous voulez. Et ça, on va le retrouver de façon continue. Et ce mouvement-là, chez Max Ophuls, il est en osmose permanente avec les émotions qu'il suggère. Mais la vision, par contre, du désir et des hommes qui en résultent, c'est une vision quand même relativement amère. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se dit, quand on regarde ce qui se fait, on voit des personnages qui sont dans un mensonge permanent, qui sont incapables en fait d'arriver à faire correspondre réellement leur désir avec la réalité, le fantasme par rapport à une idéalisation du sentiment. Et on a des personnages qui sont dans une logique générale en position d'impuissance. Impuissance par rapport justement à cette vision de l'amour et la satisfaction des désirs, et impuissance aussi par rapport à un thème très structurant dans le film qui est celui du temps. On passe son temps à demander quelle heure il est, on est toujours extrêmement inquiet, et chaque fois qu'on nous demande, la blague arrive 2 fois pour bien qu'on la comprenne. Il est 11 heures passées, égale minuit moins 5, ça montre que le temps va beaucoup trop vite et qu'on essaye de se mentir par rapport à la manière dont il passe. C'est pas seulement le temps de la vieillesse, même si c'est abordé notamment dans les couples sur lesquels il y a une différence d'âge, c'est aussi tout simplement cette manière dont le temps de la satisfaction, quand on obtient quelque chose, eh bien, il y a toujours cette déception. Il y a toujours cette idée qu'il va falloir renouveler le désir pour avoir de nouveau le sentiment d'avoir un élan qui donne un but à la vie. Et ce renouvellement permanent fait qu'évidemment, on voit des personnages qui passent leur temps à renouveler quelque chose pour revivre l'illusion d'avoir quelque chose à atteindre. Et donc forcément, la vision elle est assez pessimiste, et on a un défilé de toutes les bassesses, d'où évidemment une comédie satirique, virulente, mais la plupart du temps très drôle. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est cette façon qu'a Ophuls de regarder ses personnages. On en parlait avec Becker la semaine dernière. Chez Becker, créer des personnages, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ici, on a des personnages qui n'ont pas réellement d'épaisseur. On a des personnages qui ont à peine le temps d'arriver, ils existent par leur frivolité, et ensuite ils sont chassés par un autre. Et pourtant, le film est aussi une réflexion évidemment sur notre posture. Nous sommes des voyeurs, nous avons une véritable cruauté. Dans Lola Montes, le dernier film d'Ophuls, qui sera très mal accueilli d'ailleurs, et qui sera son unique film en couleur, il y a vraiment cette réflexion aussi sur justement le voyeurisme. C'est un film qui présente une femme au centre d'une piste de cirque et qui va raconter sa vie, et tout le monde vient voir sa vie qui a été une vie à la fois extraordinaire et désastreuse. Et donc cette réflexion sur justement qu'est-ce que c'est que se donner en spectacle et quelle est la part de complicité de spectateur justement à vouloir un peu jubiler de la destinée calamiteuse des personnages, eh bien ça nourrit évidemment tout ce regard-là. Et d'un autre côté, on voit bien qu'il y a dans le cynisme de Max Ophuls aussi une grande tendresse pour ces personnages. Et cette tendresse, elle passe par la virtuosité de son image, par la beauté et par la manière dont, très clairement, il a une position un peu paternaliste par rapport à ses personnages. Et c'est pour ça qu'évidemment, le meneur de jeu est clairement son double. Il les regarde avec un véritable sourire, un sourire malin, mais aussi un sourire de compassion. Et si vous regardez ces personnages qui sont en permanence en mouvement, à chaque fois, les cadres viennent montrer qu'ils sont très seuls.
très souvent, vous avez des voiles qui sont devant eux, les voiles du baldaquin, les voilettes, etc. Et tous les travelling, à chaque fois, vous avez de nombreuses structures qui les mettent dans un second plan et un décor de théâtre, un décor de comédie, très clairement. Et ce regard que pose Ophuls sur les personnages est une façon, si vous voulez, dans sa virtuosité, dans ses mouvements, dans la beauté, dans la composition, dans ce travail extraordinaire sur la lumière aussi, c'est comme s'il cherchait à compenser justement l'absence de chair de ces personnages. Et on en aboutit à quelque chose de jubilatoire, pas tant par sadisme pour les personnages, il y a toujours cette idée de tendresse, mais aussi par appréciation de la beauté formelle du film. Et il y a un autre aspect justement qui rentre en ligne de compte, c'est que le film est autant une étude morale qu'une expérience esthétique. Et si on revient sur la question du temps, vous remarquerez ce que dit le meneur de jeu au départ. Il dit qu'il aime le passé. Or, où est-ce qu'il se dirige? Il se dirige au début du siècle, à savoir la naissance de Max Ophuls, mais surtout, le début du siècle, c'est la période d'une grande innocence avant toutes les tragédies à venir. Et que Max Ophuls, pour le coup, a vraiment vécu, puisqu'il a passé sa vie en exil par rapport à justement tous les traumatismes qui vont traverser les époques qu'il vit. Et donc, ce passé, c'est aussi cette bulle à l'abri et dans laquelle on va pouvoir se pencher sur des éléments finalement très agréables, à savoir la question du plaisir, et plaisir qui sera le titre de son film suivant d'ailleurs, adaptation des nouvelles de Maupassant. Et il y a ce plaisir justement de se permettre de viser sur ces élans, ce jeu amoureux avant justement que n'arrivent tous ces drames qui vont secouer l'Europe. Et finalement, ce que dit Max Ophuls là-dedans, c'est que certes, le plaisir de ces personnages est éphémère, nous le regardons avec lucidité, en complicité avec toute cette grande machine qui ne cesse de montrer à quel point justement elle est artificielle, mais en revanche, le plaisir esthétique qui en découle, lui, il est d'une certaine façon éternel, puisque presque 70 ans après, on est encore en mesure d'en profiter. Voilà pour ce film. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve dans un mois à peu près et là on va se faire un petit peu peur avec La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, qui est un film extraordinaire, là aussi absolument magnifique, mais qui est un thriller avec un Robert Mitchum royalement effrayant. À bientôt, au revoir.